sans préparation préalable, je me lance un peu au hasard dans cette exploration du concept ou de la notion de décision autour de la prise, et je veux plutôt me concentrer sur la prise de la bonne décision. Donc ce processus de discrimination, de séparation entre bonne et moins bonne décision. Je n'ai pas la prétention d'avoir les connaissances qu'ont d'autres pour parler de cette affaire-là de point de vue physiologique, neuronal, philosophique, je ne sais pas quoi d'autre, sur quel autre registre ça peut être entrepris. De toutes les façons, la décision en tant que telle m'avait intéressé auparavant, et j'avais envie de lui consacrer un petit traitement. Seulement, avec l'écrit, on a l'idée, on a l'intention, mais on ne passe pas à l'acte, et certaines choses sont reportées ad vitam aeternam. Donc, la décision. Je suis quelque part interpellé par l'incapacité de certains à prendre la bonne décision qui soit en harmonie avec les données d'une situation particulière. Nous avons des prédispositions à interagir avec notre environnement. Il est évident que cela, nous avons déjà des acquis instinctifs. Si on peut séparer ce qui est de l'instinct et ce qui est de l'acquis, moi, j'aurais tendance à considérer que tout cela se confond, que cela s'interpénètre pour produire un peu, pour conduire vers ce qu'il est convenu d'appeler un comportement naturel, un comportement normal, un comportement d'action et de réaction, un comportement tout à fait prévisible aussi. Nous attendons un certain comportement et selon les situations, et quand ce comportement n'est pas conforme, cela devient évidemment une exception, une anormalité. L'instinctif et l'acquis sont des catégories inventées par notre esprit pour essayer de faire la séparation, et tout cela, obligatoirement, ça conduit à vouloir nous distinguer de l'autre semblable, l'animal qui lui serait beaucoup plus régi par l'instinct, tout en admettant que nous avons une considération particulière pour les simiens et que nous leur accordons bien, et aussi quelques aviens, nous leur accordons bien cette particularité d'être capable de développer des comportements, des acquis par l'imitation, l'expérience, donc par le processus d'apprentissage. En tout cas, ce qui est de la décision, il est évident que la bonne décision, la décision adéquate, est fonction de ce que nous pouvons envisager comme solution. Il y a évidemment des choses qui échappent à nos capacités cognitives et à notre préparation, à nos possibilités, que donc s'il y a des situations particulièrement singulières, nous pouvons évidemment nous réfugier derrière ce caractère-là et dire que nous ne pouvions pas prendre la bonne décision puisque nous n'avions pas les bonnes dispositions. À d'autres moments, on dit les bonnes informations. D'autres contextes, je veux dire, on parlait d'avoir ou ne pas avoir les bonnes informations, les bons éléments. Je suis une décision
c'est-à-dire même situation peut produire une décision, cette décision devient une référence, devient une sorte de repère, et on peut y avoir recours pour traiter toutes les situations qui auraient un caractère de semblabilité, et donc nous accumulons des décisions qui nous permettent de tracer un chemin. Quelque part, il y a des chemins qu'on choisit parmi la profusion de chemins. Il est évident que les décisions sont concernées aussi par le facteur de multiplicité. Il y a des décisions qui peuvent être implicatoires et des décisions qui peuvent être celles de la retraite, de la rétractabilité. Nous pouvons aussi rester dans une position de neutralité. Nous n'avançons ni nous reculons. Nous mettons une sorte de hors accessibilité. Et donc, il y a, comme il peut y avoir, même dans le fait de répondre, de s'impliquer dans le processus de prise de décision, de s'impliquer de façon dynamique, de façon volontaire, et qu'il peut y avoir des implications plus fortes, plus intenses, et d'autres qui le sont beaucoup moins. Nous prenons une décision, mais nous restons tenus par une certaine précautionnalité, un certain, certaine réticence à nous engager corps et âme, si je puis dire, de façon totale dans le processus qu'engendre la prise de décision. Donc, ce qui est évident donc parmi l'horizon, au niveau de l'horizon des possibles, et donc certaines décisions apparaissent beaucoup plus indiquées, mieux, en meilleure capacité de répondre aux défis, de répondre aux besoins de réaction. Seulement, en considérant que le genre humain et le reste aussi, pourquoi pas, essaie d'avoir prendre la meilleure décision qui puisse garantir le plus de succès. Nous ne prenons pas des décisions qui vont dans le sens inverse de notre propre préservance. Nous cherchons à nous préserver. La prise de décision participe à la création, à la pérennisation de ce processus de sauvegarde de nous-mêmes, de nos intérêts, de nos proches, de tout ce à quoi nous tenons. Nous sommes aussi des êtres qui cherchons à préserver. Nous n'aimons pas toujours l'élément, la nouveauté, l'élément qui est susceptible de créer de la divergence, de créer de la différence, de créer quelque part des éléments qui créent une sorte de chaos, une sorte de désorganisation. Donc la décision obéit aussi à un schéma quelque part linéaire. Il y a une certaine linéarité. Cela se comprend, cela s'envisage dans le cycle de vie d'une personne, dans cette capacité qu'il a à continuer sur la même lancée. Il est évident qu'il y a plusieurs niveaux de décision. Il y a des décisions qui sont beaucoup plus déterminantes que d'autres. Il y a des décisions qui ne sont pas compréhensibles au vu et en considération de ce qu'elles impliquent, elles ne sont pas compréhensibles parce qu'il y a toujours un élément. Nous intégrons l'élément. Nous laissons une part à ce qui est l'aléatoire. Il y a toujours une prise en compte de l'élément aléatoire, de l'élément accidentel. Mais nous essayons de ménager et notre présent et notre avenir.
et quelque part notre futur. Et quelque part, la décision doit prendre en compte de créer une certaine continuité. Une décision qui crée de la discontinuité au moment présent, mais cette continuité au moment présent, mais cette continuité est porteuse d'une discontinuité future, cela est quelque part en contradiction avec ce que nous apprenons, avec ce que nous dictent ou nos observations, le récit que nous produisons, le rapport que nous avons vis-à-vis des éléments qui nous entourent. Donc, quand il y a prise de décision qui paraît quelque part pas anachronique, parce que là aussi il y a des décisions qui sont anachroniques, mais des décisions qui sont incompréhensibles parce qu'elles mettent en danger tout l'environnement. Ils mettent en danger tout le futur d'une personne. Ils introduisent des éléments d'instabilité tels que nous, la décision ou l'indécision, parce que quand on parle de décision, on parle aussi de l'indécision. La décision qui consiste à faire en sorte de choisir une voie qui obligatoirement est la voie qui répond, bien sûr, qui répond à un besoin immédiat, mais qui crée, qui va obérer tout ce qui est à venir. Cela peut paraître incompréhensible. Faut-il parler de comportement ou d'attitude anormale, attitude pathologique, pour expliquer que certains choisissent de répondre de façon quelque peu incomprenable, voilà, incompréhensible. Si on peut rectifier, je rectifie, incompréhensible, pas argumentable. Nous devons aussi produire de l'argumentation. Le pour et le contre, pourquoi telle décision à la place d'une autre, certaines décisions sont difficilement assumables, allons-nous être prêts à les assumer dans toutes leurs conséquences, dans leur potentiel de désagréabilité? Est-ce que cela, nous allons l'assumer? Donc, quand un être accumule de l'expérience, de par son vécu, de par la permanence qu'il a dans la vie, par l'âge qu'il a, et qu'il accumule cette expérience-là, et que malgré tout, il a un comportement qui paraît comme ça, qui paraît réfutable, qui paraît, comment dire, insupportable même. Insupportable. Donc, je ne sais pas si j'ai bien attaqué le problème. L'idée m'est venue parce que c'est presque d'un fait particulier. Et ce fait, je ne veux pas le citer parce qu'il parle d'une situation particulière. J'essaie d'élargir le champ d'approche et ne pas rester uniquement en rapport à orienter mon intervention par rapport à ce fait-là, uniquement et ce fait-là. Donc j'essaie d'élargir, et j'élargis, je pense, que la décision, à un moment donné, donc par rapport à la décision, il y a, comment dire, il y a dans la perspective que nous avons, l'approche que nous avons, des fois on manque de certains éléments. Nous avons aussi, comment dire, une certaine, des fois, nous avons, pas un appauvrissement, mais nous avons une certaine, je ne trouve pas le mot, ce qu'il est possible de prendre comme décision. Imaginons une décision de rupture. Une décision qui, elle, suppose que
cela crée une cassure entre l'avant et l'après, crée des cassures, prendre la décision d'entamer un processus de rupture, cela suppose qu'il faut avoir les éléments nécessaires pour porter un jugement, pour essayer de faire la balance entre les pertes et les profits. Or, nous avons évidemment un certain pressentiment. Nous avons une idée quelquefois pas assez bien claire, pas assez bien élaborée, pas assez bien évidente, elle n'est pas assez bien construite, mais nous avons une idée quelque part un peu inachevée de ce que ça peut être les conséquences, que peuvent être ces conséquences-là. Là, le travail qui consiste, ou plutôt, je ne sais pas s'il s'agit d'un travail, mais l'attitude qui consiste à reporter la prise de décision parce que c'est une décision qui, elle, va être fondatrice. Voilà, une décision fondatrice, créatrice d'une divergence, créatrice d'un fait accompli qui, lui, est un fait qui, historiquement, dans l'histoire d'une personne ou d'un groupe, va être un élément de repère, un élément marquant, qui va instituer sa dualité, ça a institué cette double, comment dire, sa dualité, en tout cas pour ce qui est entre les deux périodes. Il y a des décisions qui créent obligatoirement deux possibilités, c'est-à-dire deux évolutions possibles. On peut parler aussi d'involution, parce que certaines décisions contribuent à faire plutôt régresser. Il n'est pas toujours possible d'avancer parce qu'on a pris une décision. Il y a des décisions qui vous ramènent à une période de votre vie que vous avez quittée, et donc on suppose que se retrouver en solitude après avoir été en compagnie, cela équivaut à revenir vers le début de sa vie. La solitude est quelque part une situation qui doit être transitoire et non pas une situation permanente. Là, de par le fait que nous sommes des êtres sociaux et que nous avons besoin d'une interaction riche et durable, et je veux dire, cette interaction en continuelle production. C'est une interaction qui doit fonctionner en permanence, en continu. Il n'est pas possible d'accepter qu'il y ait de la rupture des interactions avec des aspects certes différents. Ça peut être des interactions relativement pauvres, comme ça peut relativement peu complexes, relativement peu productives, mais ça peut être aussi des interactions qui sont déterminantes par rapport à la gestion de son propre vécu et par rapport à la résolution des nombreuses difficultés, des nombreux problèmes auxquels on doit faire face, quel que soit le statut qu'on a, quelle que soit la place qu'on a acquise. Et donc, la possession d'éléments pertinents, parce qu'il s'agit d'avoir les éléments les plus pertinents possibles. Il faut avoir les éléments les plus complets possibles, les éléments les plus pour essayer de répondre à une complexité. Il y a des situations qui sont très complexes et demandent obligatoirement la prise en charge de tout un nombre de facteurs. Il y a des facteurs, prendre les facteurs en les hiérarchisant. Des facteurs déterminants, des facteurs subdéterminants, des facteurs surdéterminants,
il y a toutes sortes de facteurs à plusieurs échelles. Et donc, même le facteur subdéterminant peut avoir son importance. Il ne faut rien négliger. Et donc, la prise de décision doit être quelque part l'intégration, la prise en compte d'une totalité. Un problème, un sujet demande une approche totale, une approche intégrative qui intègre tous les éléments à même de peser sur comment dire, les éléments qui peuvent peser sur j'allais dire, l'identité, sur le caractère, sur le statut, sur la spécificité que peut avoir une situation donnée. Donc, avoir en sa possession ces éléments permet aussi peut-être quand on a, évidemment quand on porte un jugement sur l'autre, sur cette décision, nous manquons des fois des éléments pour avoir la bonne appréciation, l'appréciation qui soit en complexité, l'appréciation qui soit en totalité, parce que nous avons des a priori, et ces a priori interviennent dans l'idée qu'on se fait, dans le jugement qu'on porte sur une décision. Des fois, nous avons ces idées préconçues déterminent, et nous avons, nous n'avons pas la connaissance de ce qui sont les ressorts intérieurs, les ressorts peut-être pas extérieurs, mais les autres ressorts qui font qu'une personne choisisse telle ou telle décision plutôt qu'une autre. Donc, c'est toute l'histoire de la relativité, toute l'histoire de cette... non pas de la relativité, mais il faut essayer de garder une certaine marge d'erreur. Et il y a besoin d'avoir une certaine marge d'erreur dans l'appréciation qu'on porte. Il faut accepter qu'il y ait une marge d'erreur dans l'appréciation qu'on porte sur la décision de l'autre. En tout cas, malheureusement, certaines personnes aiment être en charge de décisions qui impliquent des groupes et non pas uniquement rester à leur niveau propre, avoir des décisions, j'allais dire, de second choix. Nous savons, quand on est face à soi-même, on peut prendre beaucoup de décisions, évidemment. Cela influe sur son propre parcours. Mais nous sommes quelquefois nous avons faim de ces situations qui nous mènent à prendre des décisions au nom de l'intérêt collectif, au nom du bien-être collectif. Et cela nous donne, nous donne un statut, nous donne une identité, nous donne, j'allais dire, une légitimité. Nous avons besoin d'avoir accès à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous sommes aussi, et certains d'entre nous, ce sont des gens qui se sont créés ce besoin, créer cette envie d'être des décisionnaires. Malheureusement, les parcours contrariants de certains d'entre nous font qu'il n'est jamais possible d'être au bon moment, de participer au grand processus de décision. Ceux qui vont avoir un impact sur un maximum de gens. Quelque part, un peu une sorte de dépassement de soi, une sorte, j'allais dire, de aller au-delà de soi,
aller au-delà de soi et quelque part quitter parce que finalement les décisions qu'on a à prendre en tant qu'individu, malgré leur étendue, sont finalement assez limitées. Je prends une décision, cette décision implique des conséquences qui vont obligatoirement pas m'interdire, mais m'enlever tout besoin de prendre d'autres décisions. Une décision par mois, une décision par année, et c'est tout. Il y a des décisions qu'on prend uniquement une décision par décennie ou plus. Donc finalement, et certaines décisions n'ont pas spécialement toute une postérité digne d'être rapportée. Il y a des décisions qui finissent par devenir quelque part des non-événements. Voilà. La décision qui crée l'événement, qui oriente le destin. Une décision qui fait en sorte que le réel est façonné. Le réel est quelque part, j'allais dire, corrigé dans le parcours qu'il a. Il y a besoin d'apporter des modifications, des corrections, et des fois d'intervenir de façon plus massive, plus conséquente. Et il y a des décisions qui, obligatoirement, ont, par leurs conséquences, certains effets secondaires comment dire, d'une certaine ampleur pour des individus, des collectivités, un environnement donné. Et malheureusement, cela n'est pas de notre ressort. C'est dommage de voir que cette histoire-là, je reviens sur la question du staff, du groupe, le besoin d'avoir un groupe pour apporter, pour développer une sorte d'expertise. Voilà, j'avais pas encore cité le mot, la nécessité de l'expertise collective pour orienter vers une décision, une expertise. Parce que il y a dans certaines décisions besoin d'amener plusieurs approches. Et ces approches ne peuvent pas se produire chez une seule personne. Il y a besoin d'avoir l'apport, la collaboration de plusieurs esprits, de plusieurs expériences, de plusieurs de plusieurs référents, référents, et cela participe d'un enrichissement, d'une densification de la décision qui va être prise. Cela lui donne une certaine légitimité plus conséquente, cela lui donne la chance de porter ses fruits, d'avoir réellement un impact sur les sujets pour lesquels elle a été donnée, elle a été prise. Un traitement. Malheureusement, c'est ça avec l'oral, c'est que l'oral peut sembler facile. C'est l'écrit qui pose problème. L'écrit, il y a toute cette difficulté. Nous sommes, quand nous écrivons, nous sommes encore aussi dans une certaine verbalité. C'est qu'elle est silencieuse. Cette verbalité silencieuse est quelque part l'ennemi de la continuité d'un récit. Il y a des récits qui ont besoin d'abord de passer par le stade de l'oralité avant d'arriver au stade de l'écrit. Il y a cette prétention, et aussi par ailleurs cette prétention à vouloir parler de presque tout, à se sentir un peu légitime à traiter de tous les sujets. Et pourquoi pas cette légitimité peut être contestée. Là est un point qui n'est pas
contestable. Toute contestation est permise. Nous produisons obligatoirement des approches qui sont sujettes à interprétation, sujettes à correction. Mais il est évident qu'il faut qu'il y a besoin d'une certaine mise en contact avec un réel, mise en contact avec des situations qui obligent à une détermination précise. Il y a besoin d'être devant des obstacles, devant des impératifs. L'impératif de la prise de la décision. Être devant cet impératif-là et prendre la décision et assumer les conséquences parce que la décision a été prise en toute connaissance de cause, comme nous disons. Décision d'arrêter cette oralité.